et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Je suis tellement heureuse de vous présenter ce podcast enregistré avec l'une de mes amies que j'admire beaucoup. Justine est psychologue du développement et depuis que je la connais, et ça fait pas loin de 20 ans maintenant, je l'ai toujours vue en train d'aider les autres et faire preuve d'une empathie exceptionnelle. Rien d'étonnant donc quand elle m'a dit qu'elle allait se lancer dans des études de psychologie. Aujourd'hui, elle accompagne quotidiennement des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées qui rencontrent des troubles du développement. Elle les aide à se comprendre, à retrouver confiance, et si ce n'est plus possible, elle les aide du mieux qu'elle peut pour leur rendre la vie plus agréable. Aujourd'hui, elle nous parle de son métier et surtout, elle donne les clés aux parents qui se retrouveraient désemparés face à un enfant qui aurait du mal à trouver sa place. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le partager à celles et ceux qui en auraient besoin. Et si vous avez des questions à poser à Justine, envoyez-les-moi par message sur mon compte Instagram pour que je lui transmette. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine et merci d'avoir accepté d'intervenir sur Espérance aujourd'hui pour parler de ton travail de psychologue du développement et de comment tu peux accompagner les enfants et les adolescents notamment avec lesquels tu travailles. Donc est-ce que déjà tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs ? Donc bonjour à tous, merci Marion de me recevoir. Je m'appelle Justine Sénéchal, je suis psychologue clinicienne du développement. Voilà, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Je travaille à la fois avec des adultes qui ont des troubles du développement et un handicap très sévère et par ailleurs avec donc des enfants qui présentent des troubles du développement assez variés. D'accord. Donc déjà, est-ce que tu peux expliquer, puisque je pense que peu de personnes le savent, ce que ça veut dire psychologue clinicienne du développement ? Alors, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la psychologie, de manière générale, donc il y a plein de courants et il y a plein de spécialités. En fait, tout le monde connaît le psychologue qui a son cabinet en libéral et qui va vous recevoir si jamais vous avez des syndromes dépressifs ou divers problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours, plus ou moins sévères au niveau des symptômes. Donc ça, c'est plutôt les psychologues cliniciens d'orientation analytique ou psychopathologie. En psychologie du développement, donc nous, on va plutôt travailler avec, comme son nom l'indique, les troubles du développement. Donc moi j'ai une spécialité, j'ai un diplôme, donc un master qui est les troubles du développement, donc enfance, adolescence et vieillissement. Donc c'est un choix de ma part de pouvoir prendre en compte la personne dans sa globalité tout au long de sa vie, puisque pour moi la trajectoire de développement de l'enfant et de la personne en général est très importante à prendre en compte. Donc c'est une partie de la psychologie où on a une vision très holistique, c'est-à-dire très globale de la personne et où on utilise tout un panel d'outils. On a une boîte à outils qui est assez variée, qui va de l'entretien clinique à l'outil du bilan ou de la remédiation cognitive. On est complémentaires en fait avec les autres approches de la psychologie, puisqu'encore une fois il en existe de différents types, voilà. Et donc le psychologue du développement, on va le retrouver en fait dans des plutôt assez souvent dans des structures en fait d'accueil pour le handicap ou pour différents troubles, mais assez moins souvent en libéral, même si ça se développe de plus en plus, puisqu'on peut tout à fait recevoir les gens en libéral et faire notre travail en libéral. Après moi, ça a été un choix de travailler en équipe,
puisque je conçois vraiment mon travail en équipe et en collaboration avec toutes les autres disciplines. Et le libéral, pour l'instant, n'est pas encore arrivé dans mon chemin de vie. D'accord. Alors, on va reparler plus en détail de tout ce qui est justement enfance-adolescence. Est-ce que juste pour situer, parce que moi c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, effectivement, il y a le développement, ce que tu appelles le vieillissement. Concrètement, c'est quoi? C'est des personnes qui ont, qui en vieillissant ont un peu plus de mal, moins de repères. En quoi ça consiste en fait, cette partie-là du développement? Dans le vieillissement, c'est de pouvoir en fait s'occuper donc des personnes âgées avec une approche en fait qui est vraiment tous les troubles qu'on peut rencontrer lors du vieillissement. Donc ça va du vieillissement dit normal, hein, encore une fois je vulgarise un peu, mais dit normal avec un vieillissement cérébral qui est dans la force des choses en fait, où il y a une sénilité, où il y a des troubles qui sont encore une fois très différents chez chaque personne, mais il y a tout de même une certaine altération de certaines capacités cognitives, de la mémoire, de l'attention. Donc ça c'est pour le vieillissement dit normal, et on a le vieillissement donc pathologique où ces troubles sont plus sévères et où on peut retrouver des maladies donc, que tout le monde connaît maintenant plutôt bien, qui est la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, mais également aussi tout autre type de pathologie qui altèrent des fonctions cognitives ou motrices, de manière assez générale. Et donc le psychologue du développement va utiliser là aussi donc le bilan cognitif pour justement évaluer en fait l'état de ses fonctions chez la personne et pouvoir mettre en place après un plan d'action s'il y en a besoin, donc soit les réorienter vers certains praticiens ou pouvoir faire de la stimulation cognitive, certaines prises en charge qui permettent en tout cas de stabiliser ou de pouvoir récupérer certaines fonctions. Voilà, et les aider surtout à vivre au quotidien avec ces difficultés et pouvoir apprendre à les compenser autant que possible, puisque souvent aussi c'est avec l'entourage qu'il faut travailler. Voilà. Alors tu parles de bilan, c'est un mot qui revient souvent quand tu expliques en fait ce que tu fais, que ce soit avec tout type de public. Est-ce que les bilans dont tu parles, c'est un rapport avec les tests de QI? Pas du tout, en quoi ça consiste? Alors, chez l'enfant, oui, principalement. Donc, en fait, je travaille, donc j'ai une partie de mon travail qui est en centre médico-psychopédagogique. Je le dénomme sous le nom de CMPP. Voilà. Et donc, en CMPP, moi, en tant que psychologue clinicienne du développement, j'ai une grosse partie de mon travail qui est le bilan. Et en fait, le bilan, c'est effectivement un bilan des fonctions cognitives, dit de manière assez générale, l'intelligence, au sens effectivement où ça nous permet en fait dans un premier temps, dans une première approche, de faire un état des lieux des fonctions de l'enfant, des fonctions cognitives, mais également de pouvoir comprendre comment se comporte l'enfant en situation de stress, puisque par exemple au niveau de l'école, tout ce qui est évaluation, c'est des situations assez stressantes. Donc de voir comment se comporte l'enfant à ce moment-là, est-ce qu'il a confiance en lui, un peu son approche. Et donc c'est en utilisant des outils qui sont normatifs, donc qui sont validés pour effectivement comprendre quelles sont ses difficultés, mais également quelles sont ses capacités et ses points forts. En fait, moi je parle souvent aux enfants de points forts et de points faibles. Puisque il s'agit pas de mettre juste en exergue des points faibles, il faut surtout trouver quels sont les points forts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc ça passe effectivement par un test de QI, on va dire de débrouillage, qui permet en fait que peut-être certaines connaissent, c'est sous le nom de la WISC pour les enfants, et pour les adultes on parle de la VICE. Et qui permet en fait de simplement situer l'enfant par rapport à une norme, en fait, un panel d'enfants du même âge, ou en tout cas la personne par rapport à quelqu'un du même âge. Alors ce test, on va pas forcément toujours donner un QI. Moi c'est d'ailleurs dans la majorité des cas, le test ne me permet pas de donner un QI à la personne. Souvent c'est la demande, quel est mon nombre de QI.
Ça veut dire quelque chose, voilà. ça. En fait, ce QI, il peut dire quelque chose si en fait, alors c'est assez, en fait, c'est une question de chiffres et de valeurs, mais par exemple, si jamais vous avez un contrôle, vous avez, pour faire votre moyenne de maths, vous avez eu 5 à un contrôle et 15 à l'autre contrôle, votre moyenne, elle va être de 10. Mais elle représente rien, puisqu'il y a un contrôle, on a été plutôt très fort, et un autre contrôle, on a eu beaucoup plus de difficultés, donc le 10 ne veut strictement rien dire. Et là également, dans ce type de test, on utilise donc différents subtests, différentes épreuves. Et si jamais il y a une épreuve, il y a des épreuves pour lesquelles on a plutôt des points forts et d'autres des points très faibles, de donner une valeur qui soit une norme, une moyenne, ça ne représentera rien pour la personne. Donc dans ces cas-là, on ne la donne pas, mais on s'intéresse en fait à toutes les notes de manière individuelle. Donc le QI, et c'est assez souvent en fait le cas, on parle d'homogénéité ou d'hétérogénéité des profils, et on est assez souvent quand même dans le cadre de profils hétérogènes, mais c'est là toute la richesse de notre métier, c'est ce qui est intéressant en fait, c'est de comprendre la complexité de notre fonctionnement, et c'est ce qui nous permet après, nous en tant que professionnels, de s'appuyer sur certaines choses pour aider l'enfant. Alors du coup, quand tu as des personnes qui viennent, des enfants qui te sont amenés soit par leurs parents, soit par l'école, par le psychologue scolaire, etc., auquel tu fais ces bilans, une fois que tu as donc ce résultat, que tu vois justement qu'il y a certains points faibles ou des, je sais pas si ça s'appelle des troubles, mais voilà, un enfant qu'on voit, même si toi tu fais pas le diagnostic à proprement parler, mais on voit il peut avoir des troubles 10, des choses comme ça, est-ce que toi tu réagis en lui disant bah écoute, en disant aux parents, bah voilà, il est comme ça, tant pis pour lui et ça va être compliqué, ou au contraire, est-ce qu'un enfant qui a comment dire, c'est pas un résultat, mais où tu as un bilan, où tu vois justement qu'il y a des points faibles qui peuvent être handicapants dans la société actuelle, est-ce que toi tu as des clés pour justement qu'ils puissent quand même vivre une vie tout à fait normale et s'épanouir pleinement en ayant ces petits handicaps? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que donc je travaille en équipe, donc un CMPP. Donc notre CMPP est composé de différents professionnels, donc je travaille avec d'autres psychologues cliniciens d'orientation plutôt psychanalytique. Je travaille donc avec des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, psychomotriciens, pédopsychiatres. Enfin voilà, donc c'est une équipe assez riche et complète. Et c'est là où c'est important en fait de travailler en équipe, puisque moi en fait j'interviens dans un second temps en fait quand le psychologue clinicien reçoit l'enfant ou voit qu'il y a des plaintes ou il se pose une question. Moi je fais le bilan dans un premier temps, ou s'il y a un bilan qui a déjà été réalisé, des fois ça se peut, à l'école ils ont déjà réalisé le bilan et il y a besoin de prendre en charge l'enfant, donc dans ces cas-là je peux intervenir en fonction du bilan. Donc il y a des fois des bilans qui révèlent que l'enfant a pas de difficultés notables, et que moi en tout cas dans ma profession et avec mes outils je peux pas forcément lui venir en aide parce qu'il a besoin d'autres types de prise en charge par exemple. Donc ça, c'est dans ces cas-là il y a une réorientation. Après si jamais je vois qu'il y a des difficultés, il n'y a jamais de difficulté qui soit figée, ça c'est impossible, et jamais je ne pourrais tenir le discours de vous vous débrouillez avec ça et puis c'est comme ça de toute manière. Au contraire, en tant que psychologue clinicienne du développement, moi je vois la personne dans son évolution et dans une trajectoire dynamique en fait de développement, et c'est là où c'est important en fait pour nous d'intervenir, et c'est là où on peut être une plus-value. C'est justement en fait je peux proposer avec mes outils pouvoir prendre en charge l'enfant dans ce qu'on appelle la remédiation cognitive, donc qui après est vraiment le cœur de mon métier, en tout cas au sein d'un CMPP, où en fait j'utilise du matériel, souvent pour moi des jeux que je choisis pour ce qui permettent de travailler. En fait, ils permettent de travailler certaines compétences, c'est des jeux où il faut plus d'attention, qui nécessitent la mémoire de travail, en fait, en fonction, j'ai un panel de jeux assez varié et qui évolue aussi en termes de difficulté, pour que justement on puisse permettre à l'enfant ou à l'adolescent d'évoluer en fait au cours de sa prise en charge. Et donc en fait je vais lui proposer de la remédiation cognitive qui est sous forme de séance en fait chaque semaine,
où je me sers de ces jeux pour pouvoir en fait compenser ou développer certaines capacités qui étaient apparues en termes de points faibles. Et donc je me sers des points forts en fait de l'enfant pour pouvoir y arriver et je m'adapte en fait en fonction de l'enfant. Je peux prévoir des séances et essayer d'imaginer un petit peu ce que je pourrais lui proposer, mais souvent c'est l'enfant qui m'amène en fait les choses et c'est l'enfant qui détient tout le matériel clinique. Voilà, et donc je m'appuie là-dessus et après en équipe en fait on en parle beaucoup et ça nous permet en fait après de faire évoluer le plan de soins et de pouvoir aider au mieux l'enfant là où il en est à l'instant T. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je veux peut-être préciser au niveau du bilan, que j'ai pas précisé. C'est que les bilans, quand on les réalise, nous, ils sont valables uniquement à l'instant T. Et ils n'ont aucune valeur prédictive, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ces résultats-là à un bilan que dans 2 mois ou dans 2 ans on aura les mêmes résultats ou voilà. C'est des fois on prend en compte toutes les conditions de passation des bilans et il y a des fois des jours où on va plus ou moins bien, donc il faut aussi des fois relativiser un petit peu, même si il faut pas non plus tout enfin voilà, c'est pas parce qu'on relativise que ça n'a aucune valeur, mais c'est important aussi de dire que la personne n'est pas figée avec ce résultat. On entend souvent, moi j'entends beaucoup dans mon métier qu'on met des étiquettes quand on parle d'hypothèse, de diagnostic, alors qu'en fait moi je vois vraiment pas ça sous la forme d'étiquette, je vois ça sous forme de, au contraire, c'est un point A, voilà, et une clé en fait pour pouvoir évoluer en fait, et c'est juste un point de départ et une lecture qui est propre en fonction de chaque spécialité, mais que si on harmonise toutes nos lectures et en fait ça permet d'aider la personne dans sa globalité, c'est loin de l'enfermer. Vraiment il faut aussi être prudent là-dessus. En tout cas moi je le conçois pas de cette manière. Alors donc ça c'est quand tu es toi avec l'enfant que tu peux l'accompagner, enfin l'enfant ou l'adolescent. Quelle est la place de la famille dans tout ça? Alors tout à fait, c'est une très bonne question puisque là j'en ai pas encore parlé. Mais donc moi les enfants je les reçois dans un premier temps donc toujours avec leur famille. Et puis le dernier rendez-vous, quand je fais un bilan en tout cas, dernier rendez-vous, j'explique tout ça à l'enfant et à sa famille. Et la famille elle a une place prépondérante puisqu'en fait l'enfant il est dans un système global donc qui est composé donc de son environnement, de l'école, de la famille ou en tout cas de l'entourage. Moi, ce que je propose, si jamais la famille n'adhère pas ou l'entourage ne comprend pas en fait à quoi ça sert ce que je fais, ou alors comment eux ils peuvent aider aussi au quotidien l'enfant ou la personne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque de les voir juste de manière assez ponctuelle comme ça. L'intérêt c'est justement de pouvoir faire évoluer le système en entier et en donnant des clés de compréhension ou des fois certains petits outils, des petites choses. Ça permet en fait à la personne et à son entourage d'évoluer ensemble et de pouvoir en fait transférer tout ce que nous on travaille dans nos séances dans son quotidien en fait. Donc ça c'est valable pour la famille, mais c'est aussi valable pour les écoles puisqu'on travaille beaucoup avec les écoles et les collèges, les lycées. Je travaille beaucoup aussi avec les psychologues scolaires, mais qui ont assez peu de temps malheureusement à l'heure actuelle pour pouvoir intervenir auprès de tous les enfants qui en ont besoin, même s'ils font du mieux qu'ils peuvent. Et en fait, moi, ma place, c'est vraiment de pouvoir les aider à comprendre en fait comment fonctionne l'enfant. Après, moi aussi, ils m'aident beaucoup, puisque je vois l'enfant dans un milieu où voilà, je suis en 1 pour 1 seule avec l'enfant. Très souvent, en fait, on est différents en groupe, en espace de classe. Et donc en fait en croisant nos 2 lectures ça permet de mieux aider l'enfant au quotidien et c'est encore plus enrichissant. Voilà. Oui, ça fait partie de ce système, tu peux pas demander à un enfant de juste changer tout seul et de tout ça pour s'imbriquer dans un système alors que lui il évolue différemment et qu'il faut s'adapter. Tout à fait, et puis des fois on peut se rendre compte que un enfant en 1 pour 1 face à face ça se passe plutôt bien, mais que dans l'environnement de l'école ou de la classe c'est complètement différent, les difficultés sont complètement différentes et donc là ça nous donne d'autres clés de lecture et donc pour ça nous aussi au sein d'un CMPP on travaille beaucoup en groupe. Moi je fais beaucoup de groupes et ça permet en fait pour certains enfants l'individuel ne suffit pas ou n'est pas la clé, en tout cas l'outil qui est privilégié.
pour lui, et donc on travaille avec des petits groupes d'enfants, avec différents médiateurs. Donc moi je travaille avec le médiateur aussi, encore là une fois, du jeu ou des activités manuelles, donc avec une de mes collègues qui est éducatrice spécialisée, mais également je fais de l'équithérapie. En tout cas, donc on accompagne des donc enfants. ça, pour ceux qui connaîtraient pas le terme. Donc en fait, l'équithérapie, donc c'est de la médiation par le cheval. Et donc on travaille avec une équithérapeute, donc c'est vraiment une société d'équithérapie, enfin une association d'équithérapie plutôt. Donc nous on les accompagne, on est là pour aussi accompagner l'enfant et comprendre comment il se comporte en fait en équithérapie. Mais on travaille avec une équithérapeute qui est spécialisée, qui sait son travail, puisque nous on n'est pas équithérapeute, mais on est des accompagnateurs en équithérapie. Et donc on travaille avec les chevaux et tout l'environnement en fait qui s'y passe. Donc il y a aussi tout le trajet. C'est complètement différent parce que là on est hors des murs aussi. Donc voilà, c'est une autre approche. Ok. Ouais, donc c'est vraiment bien de pouvoir justement avoir tous ces thérapeutes aussi autour de toi pour t'aider. Et c'est vrai que l'équithérapie, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent, parce que moi c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Avant que tu m'en parles, je savais pas que ça existait. Et c'est hyper bien de pouvoir justement avoir l'animal, enfin on voit de plus en plus le pouvoir entre guillemets des animaux pour les personnes qui ont des problèmes ou des petites difficultés, etc. Donc c'est trop bien que tu puisses les aider avec ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance aussi, avec les enfants que tu reçois, peu importe les difficultés qu'ils rencontrent, le rôle, on va dire, de la confiance en soi là-dedans? Alors la confiance en soi, c'est, je dirais, un levier clé de mes prises en charge, puisqu'en fait, je reçois des enfants, donc comme tu dis, peu importe les difficultés. Très souvent, la confiance en soi, elle est assez ébranlée, puisque quand au quotidien, on est en difficulté, et qu'à l'école, on est souvent en difficulté, on peut tout à fait comprendre que la confiance en soi, ou en tout cas plutôt en nos capacités, parce que des fois on peut avoir confiance en soi dans la vie de tous les jours, mais au niveau scolaire, au niveau des capacités, ça peut être complètement différent. Donc ça peut être mis en échec. Et moi, quand je vois les difficultés des enfants, je vais travailler sur leur redonner confiance en leurs capacités à pouvoir les surmonter. Et parfois, en travaillant sur la confiance en soi, les difficultés peuvent vraiment être réduites ou compensées, puisque on n'a pas une baguette magique et je vais pas supprimer tous les symptômes, et au contraire il faut comprendre ce que veulent dire ces symptômes, et des fois ces symptômes veulent nous dire qu'effectivement il y a un gros travail à faire sur la confiance en soi pour l'enfant. Et donc là c'est au travers du jeu beaucoup que je travaille, puisque les jeux, alors on connaît beaucoup les jeux de société. Moi j'utilise des jeux de société mais qui sont plutôt orientés, donc faits pour les psychopédagogues ou pour les psychologues du développement, enfin voilà, des jeux un peu plus spécialisés, mais qui ont une approche quand même ludique, donc l'enfant n'a pas l'impression en fait de travailler certaines compétences, certaines choses, par exemple tout ce qui est de la remédiation, de la compréhension du nombre, qui est souvent à la base de grosses difficultés en termes de dyscalculie. Ça fait peur aux enfants, beaucoup. On peut comprendre que... alors moi, je leur dis toujours que c'est pas à l'école, et je ne suis absolument pas institutrice ou autre. Mais en utilisant des outils, du matériel qui soit ludique, ça permet à l'enfant de développer en fait ses capacités sans s'en rendre compte et en prenant du plaisir. Et à partir du moment où l'enfant retrouve un plaisir à penser, à comprendre et à raisonner, déjà on a un gros pas qui est franchi, et où ça permet en fait de vraiment travailler la confiance en soi, et souvent on voit des résultats assez importants pour l'enfant. En tout cas, des fois, même quand les difficultés sont encore là, il y a le plaisir en fait à pouvoir les travailler et à apprendre à les compenser et à se développer en fait d'autres capacités. Mais tant que le plaisir n'est pas retrouvé, c'est difficile pour l'enfant. Est-ce que tu aurais un exemple qui vient d'un enfant ou d'un ado avec qui tu aurais travaillé, où justement le fait d'améliorer sa confiance en soi, ça a vraiment eu un impact sur les difficultés qu'il traversait, ou un témoignage qui t'aurait touché là-dessus justement? J'ai rencontré un jeune adolescent qui était en classe spécialisée, donc quand on a des troubles de l'attention ou troubles 10,
qui j'avais réalisé un bilan et en fait la principale clé, en fait, ce que j'avais remarqué, c'était des difficultés à pouvoir se faire confiance. Ce qui m'a frappée, c'est quand il a pu me dire que maintenant il avait confiance en lui et qu'il avait compris que ça allait passer par lui maintenant et qu'il allait falloir qu'il puisse se faire confiance et développer son autonomie, en fait. Et c'est un enfant qui s'est révélé avec de grandes capacités, voilà, un raisonnement qui était assez important. Il prenait de plus en plus de plaisir à même demander à augmenter les difficultés des exercices et des jeux qu'on faisait ensemble. Et c'est là où, à un moment donné, on a pu s'apercevoir ensemble, hein, puisque c'est des choses dont je discute beaucoup avec mes patients. On a pu s'apercevoir qu'on arrivait au bout de la prise en charge, puisque il n'y avait plus une utilité, en fait, à ce que je sois là pour l'étayer. En fait, moi, je suis là jusqu'à temps qu'il y ait besoin d'un étayage. À partir du moment où il n'y a plus besoin d'étayage, voilà, il faut retirer l'aide. Il faut savoir donner de l'aide, mais pouvoir la retirer, puisque si on donne de l'aide, mais qu'on travaille pas à la retirer, en fait, on rajoute une dépendance qui va pas forcément aider. Moi, je suis là pour que quand c'est possible, je n'existe plus, hein, pour l'enfant, pour sa famille. Enfin, c'est toujours bien de voir ce genre de témoignage, comme quoi c'est tout à fait possible et que rien n'est figé. Ouais. Imaginons, il y a une famille justement, donc des parents notamment qui découvrent que à la suite du bilan de leur enfant, qu'il y a certaines difficultés, qui peuvent être un peu effrayés par ça parce qu'ils les connaissent pas. Toi, qu'est-ce que tu dis à ces parents quand ils découvrent en fait que leur enfant a besoin en fait d'aide extérieure? Déjà, c'est qu'effectivement, ça peut se comprendre qu'ils aient peur et qu'ils se posent beaucoup de questions. Maintenant, de ne pas hésiter à se tourner vers différents professionnels, à chercher de l'aide, puisqu'il existe quand même pas mal de choses. Moi, je travaille en CMPP, mais il faut savoir que on a beaucoup d'attentes, hein, très souvent. Il y a également des professionnels en libéral. Mais c'est de jamais lâcher les choses, en fait, de jamais baisser les bras. Et que il faut trouver en fait le médiateur, la clé qui peut aider l'enfant. Alors parfois ça peut être des problèmes effectivement d'ordre psychologique qui ne sont pas de l'ordre de la psychologie du développement pur dans le sens bilan et remédiation comme je vous l'ai présenté, mais ça peut être un travail sur les émotions, sur l'expression de traumatisme, mais qu'il y a toujours un professionnel et une aide qui va pouvoir aider l'enfant. Maintenant, il faut trouver celle qui vous convient et qui va convenir le mieux à la famille également. Mais qu'il existe plein de choses et donc de s'ouvrir le plus possible aux professionnels qui existent. Puisque même si on a tous des approches différentes, on est tous très complémentaires et ne pas hésiter d'ailleurs à multiplier certaines prises en charge qui permettent à l'enfant d'évoluer dans sa globalité et de... Non, c'est important aussi parce que voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents, c'est pas forcément évident de savoir qu'on a un enfant, qu'on ne sait pas vraiment comment l'accompagner. Là, tu parlais de complémentarité entre les thérapeutes. Comment tu vis toi au quotidien? Parce que tu travailles quand même avec des personnes qui font des métiers dans le même secteur que toi mais de façon différente. Est-ce que dans la sphère justement des psychologues, etc., il y a quand même des courants qui sont différents? Comment est-ce que toi tu vis ça au quotidien? Qu'est-ce que tu en penses en fait de parfois ces oppositions qu'on peut avoir entre des courants, des personnes qui ont finalement le même métier? Je trouve ça dommage parce que comme je te l'ai dit juste avant, les approches elles peuvent être toutes de qualité en fait. Il n'y a pas une meilleure approche que l'autre, simplement il faut pouvoir trouver celle qui nous correspond le plus. Que justement moi si je travaille en équipe, c'est pour avoir cette approche pluridisciplinaire et qu'il faut pas se fermer en fait au regard de l'autre, à ce qu'il peut nous apporter, même si des fois on a des approches qui peuvent être différentes, des courants théoriques qui a priori s'opposent, mais il n'y a pas d'opposition véritable. Pour moi, on peut tous être complémentaires, il faut simplement en avoir l'envie, mais qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent être possibles. La psychologie, c'est tellement vaste et l'approche humaine et le médico-social est tellement vaste que au contraire, il faut pas perdre de temps et s'épuiser à s'opposer. Il faut pouvoir, pour aider la personne, il faut que nous, on puisse aussi s'entendre du mieux possible. Je dis pas qu'il faut être tous identiques, tous pareils, mais il faut qu'on arrive à s'harmoniser du mieux qu'on peut. De toute façon, la complémentarité est toujours une richesse, et justement pour ceux qui, alors peut-être pas forcément en psychologie du développement, mais ceux qui ont
cette envie ou ce besoin de consulter un psychologue, et peut-être je ferai un podcast sur moi, mon expérience là-dessus, mais ne vous fiez pas, enfin tu vas me corriger si je dis une bêtise, mais ne vous fiez pas au témoignage de quelqu'un qui a connu quelqu'un qui allait voir tel psychologue où ça s'est pas forcément passé comme il voulait, parce qu'on a tous des besoins différents, on va tous aller voir justement des personnes qui ont des approches différentes, et c'est pas parce que votre meilleure amie a vu un psychologue avec qui ça s'est pas bien passé que cette personne sera pas la bonne pour nous, ce qu'on a à faire dans ce travail-là. Tout à fait. Encore une fois, derrière un titre, il y a surtout aussi une personne. Moi, je suis psychologue clinicienne du développement, mais une autre collègue qui a le même titre que moi, même diplôme, c'est simplement, on a la même spécialité, mais on est deux personnes différentes. On aura forcément des fois eu des approches, des chemins de vie, des choses qui nous construisent aussi nous en tant que professionnels, et donc on peut pas en fait déterminer c'est pas un médicament, hein, c'est pas pour telle personne il faut telle molécule, donc on peut pas fonctionner comme ça avec de l'humain. Encore une fois, pas hésiter à si jamais ça se passe pas bien avec un professionnel ou avec certaines personnes, ou en tout cas que nous on se sent pas bien avec cette personne, déjà de lui en parler, parce que des fois ça veut aussi dire certaines choses, hein, c'est pas pour rien non plus, et de pas hésiter à avoir une approche encore une fois dynamique de recherche, puisque voilà, et d'ouverture. L'important c'est de pouvoir prendre soin de soi, voilà, et de trouver l'approche qui nous correspond le mieux. Super. Alors on va terminer ce podcast. Est-ce que tu aurais un point sur lequel tu souhaites revenir, quelque chose à ajouter ou un message que tu souhaiterais faire passer aux auditeurs ? Je pense avoir fait le tour. Maintenant, ce que j'aimerais pouvoir surtout dire aux auditeurs, c'est que il faut toujours continuer à chercher à évoluer, et que rien n'est figé, et que en tout cas c'est le message que je veux passer en tant que psychologue clinicienne du développement, c'est que notre développement, notre vie et notre trajectoire est longue et donc dynamique et toujours en évolution, et qu'il n'y a jamais rien de figé. Chaque difficulté peut toujours évoluer, alors peu importe, hein, parce que il y a des fois des symptômes qui peuvent être légers, mais des fois je travaille avec du handicap qui est très sévère, hein, puisque je travaille avec des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, des déficiences intellectuelles très sévères, des troubles psychiatriques très sévères, hors CMPP, même si en CMPP on croise également des fois cette symptomatologie. Voilà, il faut toujours rester le plus possible positif et avancer ensemble. C'est un beau message d'espoir, donc ça me va très très bien dans le cadre d'Espérance. Écoute Justine, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez aussi déjà mieux compris ton métier, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, et puis de voir comment ça peut vous aider. Tu donnes aussi des clés, je trouve, qui sont utile même quand on ne rencontre pas forcément ce genre de difficultés, notamment l'importance de la confiance en soi. Alors on a parlé de l'enfant, mais chez l'adulte également, je pense que c'est quelque chose dont on va être amené de plus en plus à parler dans notre société, parce que c'est vraiment quelque chose dont on manque. Et pour ceux qui ont écouté le podcast avec Camille Robin, il en a également parlé. Donc merci pour toutes les informations, tous les conseils que tu nous as donnés, et puis je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à bientôt. Merci à toi, merci à vous.